femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Anne Rodier. Bonjour Floriane. Bonjour Anne Rodier, merci d'être venue aujourd'hui au studio de Radio Taïwan International. Merci de m'avoir invitée. Donc vous êtes soprano et artiste lyrique. Oui. Ou comment est-ce que vous vous définissez ? Alors c'est difficile de se définir. Oui, je suis une chanteuse quand même, j'allais dire une chanteuse d'opéra, mais pas que, parce que je m'intéresse beaucoup aux musiques du monde et à la chanson, et bref, à toute forme vocale possible et imaginable. Et je suis également professeure de chant. D'accord. Donc cette partie-là est tout aussi importante pour moi que la partie, disons, sur scène. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que vous avez découvert la musique ? On peut dire que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Oui, on peut le dire en effet. Je distingue la musique et le chant. Parce que j'ai découvert la musique très tôt, mon père étant chef de chœur et organiste. Donc, vraiment, je l'ai suivi partout lorsque j'étais enfant. J'allais à toutes les répétitions, je l'assistais à la tribune de l'orgue tous les dimanches. Donc voilà, oui, j'ai baigné là-dedans, je connais beaucoup le répertoire des chorales, quoi. J'ai chanté en chorale pendant des années. Je chantais donc. Mais je dois dire que j'ai découvert la voix, et la mienne en particulier, disons peut-être à 19 ans, lorsque j'étais en Hippocagne. J'ai voulu continuer la chorale, puisque je chantais en chorale depuis toujours. C'était complètement naturel pour moi de faire partie d'un chœur. Et je me suis donc naturellement inscrite au chœur des universités de Montpellier. Je suis du sud de la France, au nord de l'Hérault, une ville qui s'appelle Bédarieux. Et comme tous les bédariciens, lorsque nous obtenons le bac, nous allons faire nos études à l'université de Montpellier. Alors, en ce qui me concerne, c'était pas vraiment l'université, c'était les classes préparatoires, Hippocagne et Cagne. Là, donc, je me suis inscrite, en plus des cours de lettres sup, au chœur des universités. La chef de chœur m'a repérée, assez rapidement, je dois dire, et m'a confié des solos, des parties de solistes, que j'ai acceptées avec une naïveté assez extraordinaire. Je savais vraiment pas trop à quoi je m'engageais, mais bon, j'ai dit oui. Alors la première année, c'était plutôt... Bon, je m'en suis plutôt bien sortie. C'était la cantate 78 de Bach et un extrait du Stabat Mater de Pergolèse, ainsi qu'un duo de Purcell. Mais alors la deuxième année, elle m'a confié la partie soliste du Stabat Mater de Poulenc, que j'ai accepté aussi. Mais alors là, c'était une folie, parce que sans aucun cours de chant, aucune technique vocale, disons, un peu solide, c'est quand même costaud, quoi. Enfin bref, j'ai pris mes premiers cours de chant pour préparer ce Stabat Mater de Poulenc. Et là, donc, j'ai eu la chance, vraiment une chance incroyable, de tomber sur un prof de chant qui m'a donné la passion, vraiment. Je le nomme, il s'appelle Christian Buonneau. Il habite à La Vérune, donc à côté de Montpellier. Et voilà, ce monsieur avec qui j'ai travaillé ensuite pendant peut-être 3 ans m'a transmis son amour du chant des grands artistes comme Gundula Janowitz ou Léopold Simoneau, que je ne connaissais pas à l'époque, mais que j'ai découvert grâce à lui, et qui sont devenus l'un comme l'autre, enfin l'une est soprano, l'autre est ténor, mais sont devenus un peu des modèles que j'ai suivis. Donc je les ai écoutés à peu près dans tout ce qu'ils ont enregistré, et ils me servent encore de référence pour mes propres étudiants. Voilà, ça s'est fait comme ça en fait, vraiment par les lois du hasard, si toutefois le hasard existe. Enfin, pour les Taïwanais, ça s'appelle Yuanfen. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la voix.
Et puis ensuite, ça a transformé ma vie puisque bon, j'étais plutôt destinée à devenir professeur de français ou chargée en communication, ou je visais même Sciences Po à une époque. Enfin bon, bref, j'étais plutôt dans des études littéraires et philosophiques. J'avais le double cursus. Mais je dois avouer que très rapidement, en ayant commencé les cours de chant, ma destinée était tracée. Je veux dire, je ne pensais qu'à chanter. Le reste était pas superficiel, je peux pas dire ça. Je me régalais de lire. Mes études de lettres m'ont passionnée aussi. Mais le chant les a supplantés, quoi. Vraiment. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les sources du chant. Après, la vie s'est chargée du reste. Et j'ai quitté ma région et là, je me suis lancée à corps perdu et même à cœur perdu, puisque j'ai perdu ma mère à ce moment-là, dans l'apprentissage du chant. C'est devenu ma bouée de secours. C'était ma passion, c'est devenu ma bouée de secours. C'est resté ma passion, ceci dit. Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec cette voix qui est un lien de reconnaissance, de gratitude. Je dois beaucoup à la musique. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que la transmission est quelque chose qui est importante pour moi. C'est un peu comme si je rendais ce que j'avais reçu, à ma façon. Mais on peut dire, enfin pour conclure cette première question, que j'ai beaucoup développée, j'en suis désolée, que Merci oui, beaucoup. la musique a été vraiment, vraiment une part importante de ma vie et même a sauvé ma vie à une époque. Oui, oui. Merci beaucoup. Non, au contraire, de l'avoir autant développé et de nous avoir donné tous ces éléments, ça permet de comprendre et d'écouter autrement, je trouve, une musique, une voix, quand on connaît un peu d'où elle vient et comment elle s'est formée. Oui, ça c'est sûr. De toute façon, je vais vous dire, quand on entend une voix, on entend beaucoup plus qu'une voix. Alors, peut-être que je suis plus sensibilisée à ça, bien sûr, mais un timbre de voix parle. Voilà, on ne triche pas avec la voix. Ça dit beaucoup de choses de soi-même, ça dit beaucoup de choses de... Oui, on dit que c'est le reflet de l'âme, enfin, c'est pas par hasard quand même, hein. Et puis, il y a toutes les catégories vocales, enfin... Après, bien sûr, tout est une question de goût, mais enfin, il y a des voix métalliques, il y a des voix rondes, il y a des voix charnues, il y a des voix très fines, il y a des voix... voilà, une voix a une couleur, a un timbre qui parle, au-delà des mots, vraiment. Et ça, c'est le reflet de la vie, c'est le reflet de l'âme, enfin... Je le crois vraiment. Il y a des voix qui touchent, on ne sait pas pourquoi elles touchent. Bah, c'est parce que vous entrez en écho avec elles, c'est simple. C'est une question de vibration, hein. Une voix émet des vibrations, vous les recevez ou vous les recevez moins, ou pas du tout même. Il y a des voix qui touchent pas du tout. Et puis il y en a qui vous transpercent et vous savez pas pourquoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, je crois. Est-ce que vous avez envie de nous partager une voix qui vous a touché? Oh, une voix qui... Bon, il y en a beaucoup qui m'ont touchée. Ou plusieurs? Oui. Spontanément, là, comme ça, j'ai envie de vous parler de Montserrat Figueras, qui a été la compagne de Jordi Savall, et qui m'a toujours beaucoup touchée. Voilà, c'est une voix qui me touche, c'est une très grande artiste, hein, une très grande musicienne. Elle a son style de voix à elle, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément du bel canto, vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est beau. Bel canto, ça veut pas dire que c'est beau ou pas beau, hein. Bel canto, c'est une technique de chant disons, qui est plus proche de l'opéra, on va dire, de ce qu'on entend par le beau chant.
Montserrat Figueras, elle a touché plusieurs mondes. Elle est plutôt connue dans la musique ancienne, c'est-à-dire le répertoire de prédilection de Jordi Savall. Elle a touché beaucoup toutes les musiques du monde. Enfin, son disque sur les berceuses, par exemple, Berceuse du monde, enfin, je ne sais pas si c'est le titre exact, mais ça, c'est un disque que j'aime entendre et réentendre. Enfin, c'est quelque chose qui me touche, oui. Voilà. Je peux aussi écouter des très très belles voix que je vais trouver magnifiques, mais qui vont moins me toucher. Et d'ailleurs, ce qui me touche, je constate que c'est pas forcément la perfection vocale, c'est-à-dire la maîtrise de la technique vocale, la maîtrise de l'instrument, du souffle ou la beauté du timbre. Bien sûr, ça participe, mais moi j'aime bien l'imperfection. Voilà, le petit détail qui va me bouleverser, quoi. Moi, j'aime pleurer enfin, j'aime être touchée, quoi. Si on me touche pas, bon, voilà, j'apprécie la prouesse technique, mais je m'en lasse assez vite. Moi, j'ai besoin d'émotion, j'ai besoin d'être nourrie, j'ai besoin que mon être soit nourri, quoi. Donc, c'est vrai que ça, voilà, Montserrat Figueras, c'est un nom qui apparaît comme ça. Après, j'en oublie plein, et je vous dis, pas forcément des connus. Oui, mais c'est très bien. Merci beaucoup de nous partager ça. Pour reprendre un petit peu le fil après de votre carrière, peut-être. Donc, vous êtes allé à l'Opéra de Paris. Lorsque je suis arrivée à Paris, pour entrer au conservatoire, je devais gagner ma vie. Et du coup, j'ai eu la chance de rentrer à l'Opéra de Paris, d'abord comme ouvreuse. Je plaçais les gens tous les soirs à 18h. Et ensuite, j'avais cette chance, je partageais l'étage, parce que moi j'étais à l'Opéra Garnier, et donc nous étions plusieurs par étage, et donc j'avais la chance d'être avec des copines qui me laissaient entrer dans la salle une fois que tout le monde était placé. Ça veut dire que pendant des mois et des mois, tous les soirs, j'étais dans la salle du Palais Garnier, et j'écoutais soit les opéras, soit les concerts, soit les ballets, enfin je regardais les ballets, donc je les ai côtoyés tous pendant le temps que j'ai passé à l'Opéra Garnier. J'y mangeais, parce que moi j'habitais une chambre minuscule, donc je chauffais ma voix à l'Opéra Garnier, j'allais à la cantine de l'Opéra Garnier, parce que chez moi je pouvais pas vraiment cuisiner, et puis j'y travaillais. Et quand on y travaille, c'est tous les jours de l'année, y compris Noël, jour de l'an, enfin voilà, on a un mois de répit, juillet, août, c'est tout. Et donc, vous mangez à la table en face de Nicolas le Riche ou de Marie-Claude de Pietragala, quoi, si vous voulez. On est tous là dans la même salle et on se côtoie et on se parle et on boit le café ensemble et on se connaît, c'est tout. C'est une grande, grande famille. Et j'ai eu la chance d'être là. Bon, voilà, moi j'avais un petit poste, mais enfin, j'étais étudiante, alors... Qu'est-ce que vous voulez de plus quand vous êtes étudiant? Vous apprenez votre métier en écoutant les autres, vous êtes payé pour ça, et en plus, vous avez à table comme copains les étoiles. C'est merveilleux. Ben, c'est carrément génial. Et donc, j'ai quitté à regret ce travail-là pour commencer ma carrière, parce qu'à un moment, c'était plus... C'était plus compatible. Ah bah, c'était plus compatible, oui, parce que bon, tous les soirs, je devais être à l'opéra, quoi. Et puis, quand j'ai commencé à avoir de plus en plus de concerts, bon, j'avais un directeur qui était très, très compréhensif, Monsieur Heurtaud, quelqu'un de, ouais, vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, au bout d'un moment, il peut pas non plus vous donner des congés tout le temps. Donc là, j'ai fait le choix de partir pour commencer une carrière. Voilà, ça s'est fait comme ça, lentement. Et cette carrière vous a amené à l'international? Oui, très vite. Là aussi, c'est vraiment la chance, ou le UNFN. C'est le hasard des rencontres, quoi. J'ai auditionné, mais alors vraiment sans aucune conviction, parce que j'étais soprano, quoi. Enfin, je suis soprano, soprano lyrique, avec un timbre chaud, si vous voulez. Mais à un moment, une amie me téléphone et elle me dit « Écoute, on cherche vraiment en catastrophe une Carmen. Il faut remplacer au pied levé quelqu'un. Passe l'audition. T'as le profil, quoi. » En fait, ils cherchaient aussi le physique de Carmen. Bon, moi, je suis une méditerranéenne pure souche, donc brune. Voilà, là, je peux être espagnole, italienne, je peux être libanaise ou je peux être française. Enfin, voilà. Et donc, j'ai appris, mais alors, en 4e vitesse, le rôle de Carmen pour aller passer l'audition. J'avais la chance d'avoir comme professeur de chant Eva Sorova.
Eva Serova, c'était la Carmen de Peter Brook. Alors, je suis allée la voir en catastrophe. J'ai dit, Eva, il faut m'aider. J'ai une audition là dans quelques jours. Qu'est-ce que je fais? Et elle a pris le temps. On a travaillé la habanera, la segedi. Bon, disons ces deux airs phares de Carmen. Et on les a travaillés à la façon de Brooke, quoi. C'est-à-dire qu'elle me les a fait travailler en dansant. Donc du coup, j'ai été prête pour l'audition. Je suis allée la passer. Mais sans conviction. Et puis en plus, j'avais pas envie parce que il fallait partir à Caracas, genre 8 à 10 jours après, quoi. J'avais pas de passeport, j'avais rien. Enfin, j'étais jeune, j'avais rien fait de ma vie, quoi. Ils m'ont pris. Et vous le croirez ou pas, mais quand j'ai reçu le coup de téléphone pour me dire on vous a choisi, bon voilà, vraiment on est content que vous intégriez l'équipe, les répétitions commencent dans 2 jours, ouais. J'étais pas du tout contente, je me suis dit oh mon Dieu, mais dans quoi je me suis mis? J'étais catastrophée, j'avais tout à apprendre, tout, et la mise en scène aussi. Et remplacée au pied levé exactement 2 semaines après au Festival international de théâtre de Caracas. Donc ça a commencé comme ça, hein, si vous voulez. Et après, bon, ça s'est enchaîné en fait. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, je crois pouvoir dire qu'ils m'ont tous reproposé du travail. Et c'est comme ça que ça se fait. Vous savez, quand vous n'avez pas des appuis, quand vous n'avez pas quelqu'un pour vous coopter, on va dire, dans un milieu, ben, c'est les concours. J'en ai passé beaucoup, j'en ai gagné beaucoup. Voilà, grâce aux concours, j'ai rencontré mes profs de chant, j'ai eu un agent artistique et j'ai eu mes premiers contrats. Ça c'est bon pour commencer, mais ça suffit pas. Après, vous rencontrez des chefs d'orchestre, des metteurs en scène. Et puis, s'ils vous aiment bien, ben, ils vont penser à vous tout de suite, quand ils vont remonter une production. Donc, petit à petit, vous rentrez dans les carnets d'adresses des gens qui ont une certaine influence. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. J'allais dire lentement, mais non, pas très lentement. En 2-3 ans, j'étais intermittente du spectacle. Alors... intermittent du spectacle, à part les Français et peut-être les Belges, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Donc j'explique brièvement. Intermittent du spectacle, ça veut dire que vous vivez du fruit de vos concerts. Voilà, c'est grâce au gouvernement français que vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour vous consacrer uniquement à votre art. C'est donc une chance inouïe que j'ai eu la chance de vivre pendant plus de 20 ans. C'est une chance. Beaucoup se plaignent tout le temps, mais il faut quand même dire que c'est une chance parce que, par exemple, à Taïwan, un chanteur ne peut pas vivre. Il est obligé d'avoir un autre travail. En général, il est prof. Mais vivre seulement de sa voix, c'est mission impossible. Et pas qu'à Taïwan. Mon mari est hollandais. J'ai travaillé en Hollande. Tous mes collègues hollandais avaient un autre travail. Donc c'est quand même un privilège que nous avons en France et qui n'est pas négligeable. Pour être intermittent, vous devez faire minimum 43 concerts par an, c'est-à-dire pas loin de 1 par semaine quand même. C'est beaucoup, hein. Moi, je suis arrivée intermittente peut-être en 3 ans, quoi. Enfin, c'est allé assez vite quand même. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. La deuxième partie de cet entretien sera diffusée la semaine prochaine. C'était une émission de Radio Taïwan International présentée par Florian Dai. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson